Bonjour, je me présente, Nadia Caillouche-Jeanneret, comme l'a très bien dit Anne, je suis à l'hôpital Neuchâtelois. Je vous présenterai aussi le département. Je viens aujourd'hui vous parler d'un projet qui s'intitule Favoriser la continence. Tout au long de la présentation, je vous parlerai de continence, de troubles de la continence ou d'incontinence de manière générale. Mais le test et le projet que je vous présente a été testé sur une incontinence urinaire. Lorsque je ferai allusion à de l'incontinence fécale, je le spécifierai. Pourquoi parler aujourd'hui Pourquoi parler aujourd'hui d'incontinence urinaire? Quelle est la prévalence de l'incontinence? L'État français, qui a eu, lui, beaucoup de difficultés par rapport au coût que représentait tout ce matériel d'incontinence, avait demandé des chiffres déjà en 2014 qui étaient assez précis. 3 millions de personnes en France sont concernées par les troubles de l'incontinence urinaire. C'est 3 millions bien entendu d'adultes. Ils sont moins de 100 millions en France, c'est plus de 3%. C'est la deuxième cause d'entrée en institution en EMS en Suisse et en Europe. Maintenant, si on reprend des chiffres, la dia est un peu floue, mais je tenais absolument à ce que vous ayez la version originale. C'est l'Office fédéral de la statistique qui publie en 2014 des chiffres assez affolants sur une étude des ménages privés en Suisse. Donc, c'est une population suisse qui n'est pas en institution. On peut, à partir de 65 ans, donc on cumule le chiffre jaune et rouge, et on a, à partir de 65 ans, en ménage privé en Suisse, 29% des hommes qui sont touchés par les troubles de la continence urinaire et 42% des femmes. Je vous présente là l'hôpital Neuchâtelois. C'est un hôpital qui est sur 7 sites dans tout le canton. Si je vous ai mis là en bleu foncé les 4 sites qui sont ceux de la réadaptation, je suis donc infirmière clinicienne dans ce département de gériatrie et réadaptation. Si j'ai mis en plus cadré, si je peux dire, celui du Val-de-Rue, c'est parce que dans ce site, il existe une unité, le MPR, la médecine physique de réadaptation, où j'ai un poste d'infirmière et où on a testé le projet que je vous présente aujourd'hui. La problématique, alors je n'ai pas repris tout ce qu'on dit sur les problématiques des continences, j'ai cherché à rechercher une problématique dans l'unité et à travers nos soins. Nous avions des soins qui étaient très disparates sur les soins de la continence. Nous n'avions pas de démarche rééducative reconnue dans l'équipe soignante, mais étonnamment, nous n'avions non plus pas de rééducation reconnue en interdisciplinaire. Le sujet était très peu abordé par les patients et par les soignants. Et quand on discutait avec les soignants, il y avait peu de connaissances d'evidence-based practice, il y avait peu de connaissances des derniers traitements, des neurostimulateurs et des choses ressorties récemment. Mon hypothèse à travers ce projet, c'était que l'instauration d'un projet type guideline, d'un programme type guideline, pour l'accompagnement du patient dans sa prise en charge, allait diminuer ses complications et son handicap, et que ce même programme allait contribuer au développement des compétences et de la spécificité de la réadaptation qui était dans les CTR et en adéquation avec notre mission de réadaptation, et que ces deux hypothèses allaient s'auto-alimenter. Que nous dit la littérature dans ce domaine? Si j'ai pu me permettre de mettre que toutes les études démontrent une plus-value d'une rééducation comportementale, c'était que quelle qu'elle soit accompagnée d'un traitement médicamenteux ou chirurgical, toutes montraient à quel point on avait une réelle plus-value et mesurée de manière quantitative avec des patients qui avaient une rééducation comportementale pour favoriser la continence. Ça, c'est pour la valeur, je dirais, quantitative. Quant à la valeur qualitative, elles démontraient toutes à quel point l'importance de rompre le silence pour accompagner le patient dans sa prise en charge. Je me permets là de vous montrer une étude, bien qu'elle soit vieille, elle date de 98, mais elle l'est encore aujourd'hui, je l'ai vue en référence dans une publication de 2015. C'est clair que c'est des études quantitatives tellement importantes qu'elles ont été un peu précurseurs pour pouvoir développer les travaux par la suite. Celle-là, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'elle prend 3 groupes de patients, tous âgés de 55 à 92 ans. Un premier groupe, 63 patients avec un traitement comportemental seul.
un deuxième groupe 65 patients avec un traitement médicamenteux et un troisième groupe 62 patients avec un traitement placebo. Et le résultat en diminution des fuites, on a 80,7% pour le traitement comportemental seul, 68,5% pour le traitement médicamenteux, là c'était des anticholinergiques, et puis 39,4% pour le médicament placebo. Ce qui est intéressant là, c'est de voir que lorsqu'on fait des projets comme ça basés sur une éducation thérapeutique, on doit compter sur la motivation des patients et on peut quasi à travers le groupe placebo montrer qu'à 40%, on a là la motivation et qu'on peut quasi mesurer 40 autres % comme plus-value des soins infirmiers. L'objectif du projet, favoriser la continence, vous l'aurez compris, qui consiste aussi à développer la communication entre soignants et patients. Vous verrez, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous l'expliquer, mais on a beaucoup aussi travaillé la posture à travers la posture soignant, à travers cet entretien, la communication, qui très souvent, avec un patient qui a très souvent un recours à l'humour pour pouvoir interrompre, je dirais, ou pour pouvoir couper court à cette communication qui très souvent le gêne. Et il était pour nous important de travailler aussi à travers cette posture. Diminuer les complications de l'incontinence pour le patient et les proches aidants, c'est la finalité du projet. Elle est axée sur l'estime de soi et des valeurs de qualité de vie. La stratégie, je vais aller assez vite, que j'ai utilisée, bien entendu, les recueils, le benchmarking, pour pouvoir mettre en adéquation avec les bonnes pratiques. J'ai eu la chance de venir en neuroréadaptation dans l'hôpital de Fribourg, que je remercie. Ensuite, j'ai basé un peu toute ma stratégie sur la communication, ça veut dire présentation, formation. Je l'ai présenté dans l'unité. On a pu commencer ensuite la formation où là on a développé ses connaissances et les nouveautés, mais aussi un travail sur les représentations des soignants, une phase test de 3 mois avec une présentation en interdisciplinaire, un suivi des indicateurs 3 types sur les dossiers patients, un questionnaire patient satisfaction et puis un questionnaire soignant aussi, satisfaction par rapport à la formation qui leur était donnée. Un accompagnement clinique pour pérenniser toute cette belle alvéole et le choix que j'ai fait de m'impliquer et d'un partenariat avec le service des achats. Nous venons là sur la chaîne de changer de matériel d'incontinence, nous avons changé de marque. C'est vrai que c'était extrêmement chronophage d'accompagner ce changement, mais ça m'a permis de mettre des jalons du projet un petit peu partout. Et puis le retour des résultats pour pouvoir, bien entendu, faire respirer cet alvéole. La démarche de soins qui a été choisie pour ce programme, c'était que toute personne qui portait une protection faisait l'explication dans son dossier de soins de la raison pour laquelle elle avait une protection, que tout type d'incontinence était signalé dans le dossier de soins, et puis le suivi de la démarche tel qu'il était entrepris. Ce modèle, il a été pris selon le modèle de Calista Roy. C'est un modèle qui nous parlait énormément, ce modèle de soins en réadaptation, parce que bien qu'il ait les besoins physiques, ces besoins systémiques qu'on retrouve dans toutes les transmissions orales des soignants, ces 3 points pour nous étaient essentiels. De pouvoir mesurer, parler et puis d'évaluer l'impact sur l'estime de soi avant de commencer une rééducation comportementale, avant de mettre en marche une route, un programme tel que l'éducation thérapeutique, de pouvoir bien évaluer ce stade-là du patient nous a rendu énormément service. Et c'est clair que sa fonction de rôle et son interdépendance pour nous étaient des éléments extrêmement parlants. Cette rééducation comportementale, je vais vous la résumer on l'a créée en 2 étapes. Une première qu'on a appelée le recueil, qui consiste en un recueil de données qui lui est extrêmement complet. On a travaillé énormément sur ce point-là, déjà dès l'accueil du patient, pour pouvoir aussi montrer la politique du service, l'ouverture face aux problèmes de continence,
C'est clair qu'on a dans ce recueil toute l'anamnèse médico-chir et des traitements, mais on a aussi tout ce que le patient a essayé, tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché, est-ce qu'il est bien hydraté, est-ce qu'il est constipé, je veux dire, on a développé ça de manière très large. Exclure une infection urinaire, c'est une évidence. On ne peut pas commencer une rééducation comportementale avec des symptômes qui sont biaisés. Mais on peut aussi utiliser le parcours de ces infections urinaires et on le fait dans la réadaptation. Et puis cette première étape où on voulait aussi un peu mettre en valeur le jugement clinique, on l'a terminé par une évaluation clinique de l'incontinence. Parce qu'il faut aussi dire que tous les patients qui viennent au MPR, ils ne viennent pas pour leur trouble de la continence. Ils viennent pour une rééducation post-AVC, très souvent très lourde, et puis qui va prendre énormément de temps et qui nécessite énormément d'énergie. Et nous, à ce stade-là du projet, il fallait qu'on puisse mettre un point. Est-ce que le patient est prêt à rentrer dans un programme ou est-ce qu'il est trop fatigué? Est-ce qu'il fallait pouvoir saisir? Où en est-il par rapport à l'estime de soi? Il fallait pouvoir le commencer au bon moment. La deuxième étape, le programme qui commence par une démarche de soins explicative et bien détaillée, réévaluée et réévaluable aussi. Un calendrier missionnel, c'est le point, je dirais, c'est le seul outil qui a rajouté un petit peu dans la dotation. Il ne prend pas énormément de temps, mais c'est le seul outil qui permet de faire une rééducation individualisée. On est obligé de savoir quand la personne urine, quand elle a des fuites en fonction de ses habitudes. C'est vraiment essentiel pour pouvoir faire quelque chose d'individualisé. Et c'est aussi pourquoi ces rééducations comportementales ont nettement plus de succès que les fameux training WC qui étaient aux 2 heures, on met les gens au WC. Parce que c'est ce côté individualisé que l'on peut travailler avec eux qui a connu qui participe à cette plus-value. Le déclenchement de la miction, si je l'ai gardé comme le terme canadien aussi global, c'est parce que dans notre projet, on le veut de manière globale. Ça veut autant dire pour nous accompagner quelqu'un au WC que les percussions du paraplégique pour l'aider à vider sa vessie, que l'autosondage. Le rôle de la clinicienne au milieu de tout ça, ça a été pour moi de développer la communication, de valoriser le jugement clinique, l'apport des données probantes, la formation, c'est moi qui l'ai faite, théorique et pratique, et qui m'a permis en accompagnement clinique de faire des liens théorie-pratique. La formation, vous l'avez vu, je vous l'ai dit, c'était actualiser ces données basées sur l'evidence-based pratique. Il y avait des films aussi, je leur ai montré les nouveautés, je leur montrais aussi différentes interventions pour qu'elles puissent aussi tenir des entretiens avec tout le questionnement qu'ont les patients sur toutes ces méthodes et tout ce qui existe comme traitement sur la continence. La posture, c'est un petit peu par l'interactivité dans les cours qu'on a pu travailler cette posture face à l'entretien, à l'éducation thérapeutique. Si je vous donnais par exemple des difficultés que j'ai rencontrées sur le terrain, qui étaient très souvent liées à la charge de travail, il faut le dire, mais par exemple, on avait des difficultés quand les infirmières ont la solution, quand elles veulent donner la solution aux patients. C'est cette solution, elle paraît tellement évidente pour eux, et ce n'était pas toujours évident pour certaines infirmières de travailler un petit peu sans protocole de A à Z, mais simplement une finalité et énormément dans la boîte à outils. Et on s'aperçoit quand même que on peut avoir des grandes boîtes à outils, il y a des gens qui ont tendance à n'en utiliser que 2 ou 3, et c'est vraiment en étant ensemble et à travers l'accompagnement clinique que j'ai pu soutenir ça. Je me suis permis aussi de mettre, vous savez ce que, ébranler, je ne savais pas trop quel terme utiliser, mais c'est vrai que le but pour moi était vraiment de m'attaquer aux représentations des soignants qui sortent à travers la littérature, 2 grandes représentations. La première, c'est qu'il n'existe pour le soignant pas de vrai traitement pour l'incontinence, et la deuxième, que l'incontinence et l'âge vont de pair. Et ça valait la peine, après l'expérience de Genève, qui m'avait conseillé de travailler tout de suite là-dessus, et je pense que c'était un excellent conseil.
Là, je vous montre juste quelques résultats. À 9 mois, là, c'est fin mai, j'ai voulu vous montrer après la phase test, donc qui étaient les 3 premiers mois. Ici, vous avez en bleu, c'est juste les besoins du service. En bleu, le nombre de patients. En rouge, les porteurs de protection. Et en vert, les patients diagnostiqués incontinents. Parce que en réadaptation, nous faisons des MIF, donc tous les patients sont mesurés, indépendance fonctionnelle, par rapport à leur sphincter. Donc j'avais ce chiffre sur tous les patients du service. Alors comme vous pouvez le voir, les cibles, hein, les transmissions écrites, c'est pas toujours ce qui est le plus facile à faire démarrer, comme vous le voyez là. Et puis à un mois, après la formation, ça avait bien démarré, mais à un mois, mon projet s'est un petit peu essoufflé. J'ai dû faire redoubler d'accompagnement clinique. Et là, on voit, je me suis aperçue que j'avais une réflexion un petit peu étrange où les gens avaient plus de cibles d'incontinence qu'il n'y avait de porteurs de protection. Et c'est là que je me suis dit à un moment donné, j'ai peut-être des indicateurs qui ne sont pas assez précis, que j'ai modifié à 9 mois pour y rajouter les transmissions orales. Et là, on a enfin quelque chose fin mai qui est tout à fait cohérent. Mais ce que je vous demanderais de regarder, c'est surtout cette diminution, alors que les cas et leur complexité n'ont fait qu'augmenter. C'est surtout cette diminution du nombre sensible d'incontinents dans l'unité. Les questionnaires patients, donc dans la phase test, je n'ai eu que 6 patients sur plus de 3 mois qui étaient totalement incontinents et qui ont eu totalement la rééducation. Donc au programme satisfaction, eh ben, 4 beaucoup et 2 moyennement. Et quand on leur demande est-ce que vous pouvez mettre en application tout ce que vous avez appris dans cette rééducation comportementale, les 6 me répondent moyennement. J'ai un petit peu creusé, mais en fin de compte, après plus de 3 mois d'hospitalisation de ces gros AVC, ils ont de la peine à se projeter à domicile. Et une des personnes que j'ai pu rappeler à la maison était très fière, elle, de me confirmer qu'elle avait pu tout mettre en application. Elle était même très fière de me dire qu'elle n'avait pas de fuite. Pour le questionnaire soignant, là vous voyez, j'en ai eu 12 de retour. Et puis ils sont 11 à trouver le sujet tout à fait en adéquation avec la mission et dans leur travail quotidien. Et puis sur ces 12, il n'y en avait que 2 qui avaient suivi la formation, mais quasi tous la désiraient. L'analyse de ce projet, ce projet est tout à fait adapté à une rééducation comportementale en médecine physique de réadaptation. Les indicateurs montrent une plus-value de l'accompagnement clinique sur le terrain, ça vous l'avez vu et je l'ai aussi vécu. Et la diminution des diagnostics de l'incontinence a nécessité pour moi d'adapter mes indicateurs. La plus-value, une amélioration nette de la communication soignant-patient. On le voyait dans le questionnaire des patients, une satisfaction face au programme qui était une évidence. Un autre regard, ça c'est la chose qui m'a le plus touchée si rapidement, parce que l'effet sur 3 mois déjà, mais vraiment un autre regard soignant sur les troubles de la continence. Donc une amélioration de la continence. En perspective, pour moi maintenant, c'est d'adapter et déployer le projet Favoriser la continence, si possible en 2015 dans tout le département de gériatrie et de réadaptation. C'est de développer cette rééducation comportementale pour les patients atteints de troubles cognitifs. C'est vrai que j'attends un petit peu beaucoup jeudi prochain du symposium de neurourologie au CHUV qui a ciblé les personnes âgées. C'est vrai que là, je réalise qu'il faudra quand même avoir des objectifs qui sont différents pour pouvoir faire une rééducation chez les patients atteints de démence. Et puis, pour moi, il reste encore à étudier la plus-value pour les patients d'un suivi ambulatoire avec une consultation pour favoriser la continence. Voilà la bibliographie. Je ne vous ai pas mis des livres comme Calista Roy, mais c'est des études qui m'ont servi pour cette présentation. Je vous en remercie. Merci Nadia, il faut rester ici. Hein. On a un petit temps de questions si vous avez des questions à poser à Nadia, des précisions, des commentaires à faire. Voilà, on la prochaine.
Nadia, moi j'aurais une question. Merci beaucoup pour ta présentation qui était vraiment de qualité et sur un sujet très intéressant. Travailler en soi à domicile, bien entendu, c'est aussi quelque chose qui concerne notre clientèle. Donc j'ai appris des choses, merci beaucoup. Dans ce que tu as parlé là, j'ai bien entendu ce tabou et que tu as beaucoup travaillé avec les équipes par rapport à la communication, à la compréhension de leur propre présentation et qu'elles ne sont plus, ce ne sont pas une réalité. Toutefois, est-ce que tu pourrais me parler un peu sur ces tabous-là aussi auprès des clients, des patients incontinents et comment tu as travaillé ces aspects avec eux? Alors, étonnamment, des représentations comme l'âge et l'incontinence, c'est assez surprenant, mais les personnes âgées ne l'ont pas forcément. Elles luttent réellement, elles le subissent, mais très souvent c'est par gêne. Et lorsqu'on a pu mesurer l'impact que ça a sur leur vie quotidienne, quand on peut mesurer avec eux la possibilité de pouvoir retrouver une vie tout à fait normale. Alors c'est clair qu'au début, avec le calendrier missionnel, on va écarter de plus en plus l'espace entre les mictions et leur montrer à quel point c'est possible. Mais c'est vrai que des gens qui seraient fortement atteints dans leur incontinence, on peut jouer aussi sur un programme de comment on boit et quand. Et lorsque on arrive à leur proposer de pouvoir faire tout l'après-midi déjà, de faire des jeux de cartes avec les copains et autres, ils réalisent que c'est faisable. Et ça, c'est encore sans traitement. Il existe encore une panoplie. Et lorsque on peut encore aller jusqu'au bilan urodynamique, et là, leur montrer la palette. Je ne sais pas si vous avez vu la présentation du CHUV sur l'hyperactivité réfractaire des vessies, mais ils ont développé un neurostimulateur avec 2 électrodes qui se mettent à la cheville. On est très loin de ces traitements qui étaient très durs pour les femmes pour lesquelles elles n'ont quasi pas consulté ou qu'elles n'ont jamais suivi parce que c'était très lourd pour elles. Et on arrive à restimuler une vessie à raison de 20 minutes par jour de stimulation des électrodes à la cheville. Donc, en plus de la rééducation comportementale, on peut greffer des valeurs et des choses qui sont très, très intéressantes. Et dès que les gens... En fin de compte, nous, on a... Ça c'est vraiment... Dans le service, ça a été... des infos qui ont été transmises un petit peu comme un ping-pong. D'abord, on est parti du côté des soignants. Dès que les patients ont commencé à découvrir certaines choses, nous les ont retournées. Et puis, comme ça, on a pu jouer cette balle de ping-pong qui s'enrichit à chaque fois. Et puis les gens commencent aussi à s'ouvrir, à pouvoir parler, à pouvoir dire oui mais là, ou bien alors là ça n'a pas marché, ou bien qu'est-ce que je peux faire là. Et vraiment ça ne peut que progresser. D'où mon côté emballé que j'essaie de vous vendre. On l'a reçu. Commentaires ou questions? Alors, je profite pour poser encore une question. Tu nous as parlé un peu de tes perspectives. Moi, je verrais encore d'autres perspectives, à savoir aussi mettre en évidence, publier ce que tu as fait et ce que tu vas pouvoir faire. Parce que là, je vois quand même une ouverture au niveau du lieu où tu travailles. Et je trouverais dommage de faire un travail d'une telle envergure et d'un tel intérêt général sur une formation de 2 ans. Franchement, je t'encourage, tu vas peut-être me dire que c'est déjà ainsi, mais à poursuivre ces évaluations et à récolter des éléments qui permettent aussi après à d'autres professionnels que nous sommes de pouvoir nous appuyer cette fois sur ces données pour dire oui, il y a des choses qu'on peut aussi implémenter. Est-ce que c'est déjà dans tes perspectives et que tu ne nous as pas parlé? Non, la responsable, j'ai la chance d'être très soutenue par la doctoresse chef du département et l'infirmière chef du département aussi, qui m'ont proposé à une prochaine conférence de faire un poster aussi. Et puis, oui, je pense que, oui, comme on est...
quand on a l'élément, c'est plus dur. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis très friande des évolutions et des recherches des autres. Et je pense qu'on y gagne à mettre en commun nos travaux et puis pouvoir avancer. Et puis d'avoir aussi des retours sur comment les autres l'ont pris et l'ont mis en application. Alors, non seulement je t'encourage parce que j'y vois vraiment quelque chose d'intéressant et d'utile, et aussi, je parle au nom du comité, si vous avez besoin d'aide dans cette réflexion, nous sommes là aussi en tant qu'assemblée pour ça, non seulement pour mettre en évidence autour des congrès que nous organisons, mais aussi à soutenir, ne serait-ce méthodologiquement, des interventions, des perspectives comme ça. Donc, vous n'hésitez pas par la suite à... Merci. Je profite en préambule, je ne vous ai pas averti que vous êtes filmé par notre cinéaste, photographe Yannick Gauthier. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent être, on verra comment on le pose sur le site. Hein. La présentation avec ton autorisation peut être posée sur le site. Le film et les photos aussi. Puis je ne vous ai pas non plus présenté le journaliste de H+ Compétences qui est ici et puis qui prépare, qui est en train de préparer l'article qui paraîtra dans le prochain numéro d'H+. Voilà. Donc c'est sûr que Brigitte Longuet-Riche aussi de la rédaction du journal de l'Asie est friande de propositions, donc c'est vrai que c'est aussi une vitrine que vous pouvez utiliser, Nadia et d'autres, pour faire paraître des articles sur vos projets et les résultats. Donc utilisez, c'est sûr, les congrès, les séminaires et les publications dans les différents journaux. À part notre petit bout de table, est-ce qu'il y a quelqu'un, malgré la chaleur, qui aimerait... Il y a quelque chose sur le bout de la langue qui aimerait partager ou une question à poser? Une réflexion par rapport à votre propre terrain. Est-ce que vous pensez qu'une telle initiative ou ces éléments-là dont elle nous a à peine parlé de la pointe de l'iceberg, est-ce que ça pourrait être quelque chose d'intéressant aussi à fournir en tant que déjà formation et puis le lien avec Nadia? On sait que cette... Donc Nadia, je pense que par l'avenir, nous serons plusieurs à te contacter pour ce sujet, si c'est avec ton accord. Oui. Bravo en tout cas. Merci.